Bonjour, aujourd'hui on va relire rapidement une partie de la thèse de Sartre et essayer de travailler dessus, un peu voir ce qu'elle sous-entend et quelles en sont ses conséquences. Allez, c'est parti. C'est parce que l'homme n'est rien au départ que le choix est possible, dans la mesure où c'est à travers celui-ci qu'il devient ce qu'il veut être. Ainsi, l'homme est condamné à être libre. Cette liberté n'est pas sans provoquer un certain sentiment d'angoisse, puisque l'homme n'a pas d'excuse, qu'il est responsable de ce qu'il est, et qu'en choisissant ce qu'il veut être, il choisit également une certaine image de ce que devrait être l'humanité. Après cette petite lecture, on voit que dans la conception de Sartre, il considère que la responsabilité est très peu dépendante de notre environnement social et de nos propres aptitudes. Ce qui peut être assez déroutant quand on y réfléchit un peu. On va essayer de mettre ça en lumière en prenant un exemple assez simple. Donc, prenons le cas d'une personne dyslexique. Donc, une de ses conséquences de sa dyslexie, c'est que il sait pas écrire. Par contre, on va supposer qu'il sait lire, qu'il sait compter et qu'il a plutôt un bon raisonnement. On va aussi supposer que c'est quelqu'un qui en veut dans la vie, qui veut bosser, qui veut voilà, qui vient d'une famille plutôt aisée, donc ça veut dire qu'il a quand même un capital financier relativement important, et que son rêve c'est de devenir commerçant et avec ça de gagner pas mal d'argent. Donc on va distinguer le cas fictif de cette personne en deux exemples. On va supposer que dans un premier cas, il naît au Moyen Âge, et dans un second temps qu'il naît, on va dire, aujourd'hui au XXIe siècle. Commençons par le cas où cette personne est née au Moyen Âge. Bon, donc pour réussir son objectif, son rêve, il veut devenir commerçant. Donc ce qu'il va naturellement faire, c'est devenir un compagnon, donc généralement un compagnon du devoir. Une fois qu'il aura fait ses armes en tant que compagnon, il va rentrer dans une guilde pour se créer un réseau. Puis une fois qu'il aura réussi à faire ça, il pourra commencer, après avoir acquis une certaine expertise dans son artisanat, etc., ouvrir son propre commerce. Donc pour pouvoir ouvrir son propre commerce, il devra utiliser une partie du capital de sa famille, parce que l'argent ici, un minimum d'argent pour pouvoir lancer sa structure est nécessaire. Et ensuite, petit à petit, s'il est compétent, s'il gère bien euh, ses demandes, son argent, il arrivera petit à petit à se faire un nom et à gagner de l'argent, bien gagner sa vie. Donc là, on voit que dans tout ce processus, le fait que cette personne-là soit dyslexique et ne sache pas écrire ne l'a pas empêché de faire tout ce qu'il voulait. Donc là, ici, la dyslexie ne rentre pas du tout en compte. Bon, maintenant, prenons donc le second cas où cette personne-là est née au XXIe siècle. On va dire que pour atteindre à peu près le même objectif aujourd'hui, même si bon, la comparaison peut peut-être être un peu difficile, euh, on va dire que déjà, tout d'abord, aujourd'hui, pouvoir devenir quelqu'un avec une entreprise qui fonctionne bien, etc., la voie royale, c'est de commencer par avoir un bac, et ensuite, généralement, de faire une école de commerce. Donc, déjà, pour une personne qui sait pas écrire, obtenir son bac, ça va être très compliqué. Alors, bon, supposons qu'il arrive à avoir son bac, par contre, avec une dyslexie, l'incapacité de pouvoir écrire, c'est juste impossible qu'il puisse réussir à faire une école de commerce. C'est-à-dire que s'il sait pas écrire, c'est-à-dire qu'il peut pas, il peut pas donner de compte rendu, il peut pas utiliser un ordinateur. En fait, il peut vraiment rien faire. Il est totalement bloqué. Donc, on voit que dans le second cas, cette personne qui rêvait de devenir chef d'entreprise, et ben là, il est totalement bloqué. Pourtant, dans les deux exemples qui sont utilisés, la personne n'a pas changé. Et on va dire, à chaque fois, il avait un niveau social équivalent. On va dire que à chaque fois, il naissait dans une famille par rapport à son époque plutôt aisée. Et là, pourtant, on voit que dans le second cas, ça bloque.
Donc, ça veut dire quoi? D'après la thèse de Sartre, ça veut dire qu'il est responsable du fait de ne pas avoir réussi dans le second cas. Donc, si on réfléchit 2 secondes, ça revient quasiment à dire qu'en fait, il est responsable de sa propre dyslexie. C'est totalement. C'est vrai qu'en réfléchissant comme ça semble totalement étrange, totalement. Je sais pas comment dire, bizarre, quoi. Par contre, le point un peu en dehors du sujet qu'on peut noter, c'est que en tout cas, on voit que les handicaps sont, comment dire, en tout cas la plupart des handicaps et surtout les handicaps invisibles sont quand même euh, relatifs par rapport à la société dans laquelle on vit. Par exemple, si ici on prend le cas du dyslexique, c'est vrai qu'au Moyen Âge, la dyslexie n'est même pas un handicap. Parce qu'à aucun moment dans ta vie, dans la société, ça devient entraver tes choix et bloquer, je veux dire, tes capacités. Alors qu'aujourd'hui, une dyslexie sévère, on voit que c'est juste impossible. C'est vraiment un handicap qui est vraiment très handicapant. Donc voilà, donc avec cet exemple-là, on a réussi à mettre peut-être un peu en évidence une limite quand même assez rapidement comment dire, de la vision de Sartre. Alors maintenant, avec le même raisonnement, voilà, on va prendre toutes les parties de la population, je veux dire, qui ont, on va dire, des problèmes analogues. Donc par exemple, si on prend les dyslexiques, si on prend de manière plus générale toutes les personnes avec un handicap invisible, si on prend les personnes venant de milieux trop défavorisés, si on prend des milieux qui sont dans un milieu qui est en inadéquation avec ce qu'ils veulent faire, je sais pas, par exemple, je vais prendre une personne qui veut devenir mannequin ou chanteuse ou chanteur, on voit que, comment dire, pour pouvoir réussir cet objectif-là, on sait que le milieu social est extrêmement important. Je dis pas qu'il doit venir d'un milieu social ultra aisé, etc., mais au moins d'un milieu social qui fasse déjà partie de ce monde, du monde du monde du spectacle, etc. On sait que ça a un impact extrêmement important. Euh, et enfin, on peut aussi prendre par exemple les personnes qui n'ont pas les attributs physiques adaptés pour faire le sport qu'ils veulent faire. Si par exemple une personne fait 1m50, 50 kg, en prenant un homme masculin, il pourra difficilement devenir rugbyman, tout simplement parce que ses attributs physiques sont totalement inadaptés au sport qu'il veut faire. Donc, si on prend tous ces cas-là, au final, on en arrive à 95-99% de la population où, comment dire, le choix, la responsabilité est difficile de leur faire porter sur le dos. C'est quand même, on va pas critiquer une personne qui n'a pas pu devenir rugbyman parce qu'il faisait 1m50. Il n'y peut pas grand-chose. Donc, c'est vrai que en raisonnant de manière un peu plus sociale, c'est quand même les propos de Sartre deviennent de plus en plus difficiles à entendre. Donc, on voit que les obstacles, ils peuvent être de deux origines. Alors, il peut y avoir des obstacles, on va dire, de type interne, c'est-à-dire liés juste à nos aptitudes, à notre génétique, etc. Par exemple, une personne qui est paralysée des 2 jambes, bah, elle aura juste déjà du mal à marcher. Et c'est assez difficile de mettre ça que sur le dos de la société. Bien sûr, la société derrière peut aider, mais en tout cas, on voit que cette cause sera principalement interne. A contrario, je veux dire, prenons une personne qui veut hériter d'un héritage de beaucoup d'argent et pouvoir par la suite donc pouvoir comment dire, faire ce qu'il veut dans la vie avec l'argent qu'il aura reçu, bah là on voit qu'une personne comme ça ne pourra hériter que s'il est né dans une famille très riche et qu'une personne, comment dire, dans cette famille-là meurt et lui donne une part de l'héritage important. Donc là on voit que l'obstacle est juste de type externe, c'est-à-dire juste lié à l'environnement social et totalement indépendant de, comment dire, des attributs propres de la personne. Et enfin, dans la grande majorité des cas, les obstacles, on va dire, qui sont de type mixte, c'est-à-dire qui sont
un peu des deux, c'est un gradient des obstacles de type interne aux obstacles de type externe. Par exemple, si on reprend le cas de la personne dyslexique, on voit bien que dans son cas, les obstacles sont de type mixte. Parce que, comment dire, on voit que quand la société n'est pas dépendante d'écriture, il s'en sort très bien, il n'a pas de soucis. Donc voilà, mais par contre, à partir du moment où l'écriture devient important, on voit que la société va faire que son handicap devient un blocage. Donc on voit bien que là, on est exactement dans le cas où les obstacles sont autant internes qu'externes. Parce qu'il a une dyslexie et parce que la société demande à la personne de savoir écrire. Donc, moi, la question que je voudrais poser, c'est qui est concerné par le concept de responsabilité de Sartre? Qui est sérieusement concerné par ce concept? Moi, honnêtement, la seule partie de la population que je vois concernée par ça, c'est une élite. C'est, on va dire, une haute bourgeoisie parisienne. C'est pas possible autrement, en fait. Alors, on va dire que c'est vrai que pour aller 2% de la population, peut-être que le principe de responsabilité de Sartre aura un certain sens. C'est vrai que quand tu fais partie d'un milieu social, on va dire, très favorisé, qui a beaucoup d'argent, qui te propose beaucoup de choix dans ta vie, en fait, et que on va dire que tu as une cognition mentale à peu près dans la moyenne, en fait, oui, à partir de là, tu as d'innombrables choix, et je veux dire, là, la responsabilité liée au choix devient plus, comment dire, plus perceptible. Mais dans la majorité des cas, je veux dire, cette conception-là, elle est totalement lunaire, quoi. Il y a, voilà, je veux dire, les gens font généralement comme ils peuvent, quoi. Donc, moi, ce qui m'embête un peu avec cette conception-là, c'est que, comment dire, dans notre conception de la réalité, elle peut avoir pour moi certains effets néfastes. Déjà, on voit bien que si on responsabilise à chaque fois les choix des individus, comment dire, ça rend des problèmes systémiques, voilà, qui sont liés au système, qui sont liés aux structures sociales, aux interactions entre les individus, comment dire, ça les réduit à des phénomènes individuels. Voilà, il y a une réelle individualisation de problèmes systémiques, ce qui est super problématique. On va pas accuser donc euh, pour revenir à l'exemple que j'avais donné précédemment, c'est totalement je veux dire immoral de dire que la personne dyslexique est responsable du fait qu'il n'a pas réussi à devenir ce qu'il voulait parce qu'il était handicapé, ou qu'une personne vienne d'un milieu très défavorisé et qu'on lui dise en fait t'as pas assez bossé pour pouvoir réussir telle ou telle étude ou réussir telle ou telle dans telle ou telle voie. Je trouve que c'est d'une violence incroyable, moi. Et, et ensuite, pour moi, c'est un effet plus global. C'est genre de conception philosophique. Pour moi, ça pousse les gens à se désintéresser des politiques locales. Parce que, comment dire, si tout problème systémique est en fait individuel, euh, l'engagement politique n'a plus de sens. Ça sert à rien de changer les choses, ça sert à rien de s'investir dans sa ville, dans son village, etc. Si en fait on voit que tous les problèmes, comment dire, sont juste reliés à nos propres choix individuels et que en fait tout choix politique un peu plus large n'a aucun impact sur la structuration et sur nos possibilités. En fait, on voit quand même que au final, la conception de Sartre, elle avantage quand même beaucoup les élites et on va dire, sans critiquer bien évidemment les personnes bourgeoises, hein, c'est pas, voilà, mais en tout cas, sa conception philosophique semble, comment dire, maintenir un certain statu quo et à détourner les problèmes de détourner les questions de leurs véritables problèmes. C'est vraiment ça qui m'embête dans sa conception, et moi je trouve ça ouais, vraiment très immoral. Donc voilà, c'était vraiment le point que je voulais travailler aujourd'hui sur donc le principe de responsabilité de Sartre, et j'espère que j'aurai réussi à vous faire sentir un petit peu mon point de vue et en quoi ces conceptions-là elles m'embêtent. Voilà. Et moi j'ai du mal à concevoir la société juste comme un amas d'individus qui n'ont aucune interaction entre eux.
Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir, et moi je vous dis ciao.